Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 10. Jour 1, après l'abandon de Remco Evenepoel, est-ce que c'est le jour qu'on retient, comme dirait Louane? Eh bien, on verra. Pas forcément, c'est pas l'étape peut-être la plus spectaculaire de ce Giro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Remco Evenepoel et son abandon. N'hésitez pas également, il y aura une vidéo MotoGP, je ne sais pas si elle est déjà en ligne, je ne sais pas si elle arrivera en ligne un peu avant, un peu après cette vidéo de présentation. Enfin, dans la journée, normalement, elle sera en ligne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, MotoGP. Vous pouvez également, si vous avez les moyens, mettre un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne et je remercie les gens qui le font. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et surtout, allez voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast et TikTok avec le débrief rapide de la course juste après l'arrivée. Scénario incertain avec un début de journée très compliqué, une route vraiment en prise, même si il n'y a que 2 difficultés au classement de la montagne. Ce début de course est vraiment compliqué et usant surtout. Et puis une fin d'étape très plate le long de la mer où il faudra faire attention avec les difficultés qu'il peut y avoir sur la route, l'aménagement urbain, le vent qui peut être également un peu plus fort sur cette dernière partie de course. Est-ce que les coureurs auront envie de faire le spectacle, mais au risque de se faire reprendre en fin de journée? Est-ce que les coureurs auront les moyens de faire le spectacle également, parce qu'on est un lendemain de journée de repos? Pas toujours facile de remettre la machine en route et on peut parfois avoir des surprises et toxiner un peu plus rapidement que prévu, parce que hier les coureurs n'ont passé qu'une heure sur les vélos, 1h30, voire parfois on n'a fait que du home trainer, pas vraiment du vélo sur la route pour limiter les risques avec les voitures. Donc c'est toujours un petit peu particulier. Étape intéressante au niveau de sa conception, mais comme ça va l'être pendant ce début de deuxième semaine, avec pas mal d'étapes où on a des débuts de journée compliqués ou parfois des bosses en milieu de journée ou dans les 40 derniers kilomètres qui peuvent vraiment animer la course et nous éviter peut-être une étape un peu trop ennuyante. Et il faudra faire attention à cette fin de journée. Le long de la mer, ça ressemble un petit peu à l'étape 2 dans l'idée, avec pas mal de difficultés sur la première partie de course, mais 60 derniers kilomètres vraiment tout plat, sans difficultés, qui vont permettre un regroupement pour un sprint normalement. Du côté du dénivelé positif, 2958 mètres, selon Pro Cycling Stats, ce sont ces chiffres encore une fois d'il y a 2 semaines, même un peu plus de 2 semaines maintenant. Et c'est l'étape vallonnée la plus dure. Le parcours de l'étape numéro 10. On est quasiment à mi-Giro en termes d'étape, avec une journée de 197 km entre Scandiano et Viareggio. Étape qui ressemble, comme on le disait un petit peu, à l'étape numéro 2, dans cette particularité, contrairement à l'étape numéro 2 où il y avait des petites difficultés qui n'étaient pas très longues mais plutôt assez pentues. Là on a plutôt en début de journée où on va avoir des faibles pourcentages, voilà, on aura quelques passages à 5-6%, mais on est toujours en prise en fait pendant ces 100 premiers kilomètres. Et puis, enfin les 90, et ensuite on va redescendre énormément pour longer la mer sur la fin de journée. Comme je disais, donc dans ce début de journée, pas mal de routes en prise, notamment à Beizo, 2 km 8 à 8,2% de moyenne, ou encore le sprint intermédiaire à Villaminozzo, 2 km à 5,8, qui est au kilomètre 48,5. On a le Pian del Monte, 8 km à 5,1 de moyenne, qui est au kilomètre 62,5. C'est des difficultés qui auraient pu être au classement de la montagne, mais ça a été décidé autrement par l'organisateur. On arrive au sommet de cette journée à 1521 mètres d'altitude, le Passo delle Radici, les derniers kilomètres à 6,4%, mais 33 km 7 à 2,5%. On va regarder cette montée, donc comme vous le voyez, c'est vraiment pas très pentu sur la majorité, on n'est pas sur des grosses pentes, il y a des passages à 4-5%. Les 2 derniers kilomètres en fait sont les plus pentus, 6,4% et 6,9%. Vous voyez, c'est en tranche de 2 km à chaque fois, tellement la montée est longue. 33 km 700, donc c'est vraiment les 4 derniers kilomètres à 6,4% de moyenne qui sont intéressants. Auparavant, bon, c'est à noter, mais c'est pas très compliqué. Donc voilà. Par contre, encore une fois, sur ce début de journée,
on est tout le temps en prise et vraiment sur ces 90 premiers kilomètres, ça va être fatigant hein, à partir de Viano, vraiment c'est en prise pendant plus de 80 km. On redescend et puis la dernière difficulté du jour est au kilomètre 121, c'est-à-dire encore 70 km de l'arrivée, plus de 70 km de l'arrivée avec la montée vers Monte Perpoli, 2 km 6 à 8% de moyenne, côte de 4e catégorie, vous voyez c'est beaucoup plus pentu, avec notamment 500 mètres à 9,6% et 500 premiers mètres à 8,8%, mais en réalité c'est pas très long non plus, mais bon on est à 75-76 km d'arrivée. Donc il faut se méfier qu'il n'y ait pas des équipes qui décident d'accélérer le rythme à ce moment-là. Et puis ensuite on redescend vers Gallicano. Le sprint bonification à Ponte et Moriano. Et enfin, le petit passage à Monte Magno, 3 km 4 à 2,3%, c'est du kilomètre 179. Et l'arrivée au kilomètre 197. Faire attention vraiment sur la fin de course avec pas mal de passages le long de la mer, c'est-à-dire avec pas mal d'aménagements urbains. Je pense à Lido di Camioret ou encore Camioret, qui sont des villes qui ont connu pas mal de passages sur le Tour d'Italie, mais qui sont des villes côtières assez réputées. Par contre, l'arrivée, bien comme vous le voyez, c'est tout plat, même si à certains moments la route peut se rétrécir. On est quand même sur une arrivée qui est assez rectiligne dans ce final, avec une ligne droite qui fera 8 mètres de large. Donc vraiment, il ne faudra pas être trop tôt devant. Ça sera une grande obligation sur cette arrivée-là. Eh bien, je crois que vous savez tout. On passe tout de suite à la portion histoire de cette vidéo. L'histoire du Giro. On va revenir sur le Giro 2007 avec l'étape numéro 9 qui est arrivée à Lido di Camioret. Donc vous avez eu Lido di Camioret, c'est juste à côté de l'arrivée de cette étape. On est à moins de 10 km du lieu d'arrivée de l'étape du jour. Comme pour aujourd'hui, nous avions une grosse montée dans la première moitié de course et puis un final très plat qui convient aux sprinters. Alors dans ce type de journée, il faut être organisé collectivement, mais aussi bien gérer la montée pour les sprinters. Il ne faut pas se mettre dans le rouge, toxiner. Les sprinters n'aiment pas le travail au seuil, c'est vraiment pas dans leur qualité. Ils aiment les efforts explosifs, pas forcément les efforts longs. Au général, c'est Marco Pinotti qui est en tête avec 28 secondes d'avance sur Andrea Noé et il a pris le maillot après une étape 8 qui a été très animée. Ce qui fait que le début de cette étape est beaucoup plus calme, beaucoup plus calme. La chaleur importante endort les coureurs, mais surtout un petit peu de fatigue par rapport à l'étape de la veille. Et on sent qu'on est sur une étape de récup active. Lors de la première heure de course, seulement 26,4 km sont parcourus. Et vraiment, j'ai revérifié 2 fois, 26,4 km. Et la deuxième heure n'est pas beaucoup plus rapide avec seulement 27 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course. Et il va falloir attendre le kilomètre 71 pour voir la bonne échappée partir sur quasiment la première tentative de la journée. On retrouve à l'avant Elio Aggiano de la Tinkoff qui a attaqué en premier avec son équipier Pavel Brut qui va être assez souvent animateur de la course. Nous avons également Pietro Coccioli du Crédit Agricole, Andrei Konitski d'Aqua et Sapone qui est maillot vert de la montagne, Luis Felipe Laverde qui est maillot vert de la montagne, et son équipier Emanuele Sella, tous les deux du côté de la Ceramica Panaria Navigare. Au sommet du grimpeur, c'est Laverde qui passe en tête devant Sella, mais les coureurs se relèvent. Pas forcément envie de passer la journée en tête, ils avaient juste envie de prendre les points du classement de la montagne. Une deuxième échappée se forme dans la descente. Nous retrouvons Nicolas Crosby de la Bouygues Télécom, Frédéric Bessy de la Cofidis, Pavel Brut de la Tinkoff, Andrei Kumitski, encore une fois d'Aqua et Sapone comme Pavel Brut, Simone Maschiarelli également d'Aqua et Sapone. Brut se relève et les 4 hommes de tête possèdent 3 minutes d'avance à 70 km de l'arrivée. Derrière la T-Mobile contrôle avec la Milram et à 50 km de l'arrivée. L'écart descend sous les 2 minutes. Les sprinters contrôlent complètement cette étape. Vraiment, les équipes de sprinters ne sont absolument pas mis en difficulté. À 20 km de l'arrivée, l'écart tombe à 1 minute 22. Et 2 coureurs de la Tinkoff tentent de ressortir alors que l'échappée est quasiment en train de se faire reprendre à 15 km de l'arrivée. Mais il ne reste pas devant très longtemps. On arrive au sprint final.
Et à ce petit jeu, eh bien, nous avons une petite surprise avec Danilo Napolitano qui s'impose devant Makiwen et Petacchi. Mais l'Italien va se faire prendre, Petacchi, par la patrouille. Et au général, pas de changement au classement. On peut noter également la grosse chute dans le sprint de Yuan Zhen. Une étape très calme et souvent synonyme de sprint dangereux. Il faudra faire attention aujourd'hui sur les possibilités de chute. Danilo Napolitano, coureur qui est passé notamment par la Lamprey, qui était pas un mauvais sprinter, mais qui était face à des coureurs qui étaient meilleurs que lui. Souvent, ce qui ne lui permettait pas de s'imposer, mais il a pas mal de résultats, quand même de petites places d'honneur. Danilo Napolitano et pas mal de victoires aussi dans sa carrière. C'était pas un mauvais sprinter sur la deuxième moitié des années 2000 et première moitié des années 2010. Parmi les coureurs du jour, plusieurs cyclistes du jour aujourd'hui. Et on commence avec Mario Cipollini. Et oui, alors Mario Cipollini, c'était un petit peu le beau gosse du peloton, qui a été pas mal rattrapé sur la fin de sa carrière, notamment par une affaire de dopage, mais aussi une affaire de violence intrafamiliale envers son ex-femme désormais, ce qui lui a valu 3 ans de prison. Et c'est vrai que son image a été énormément ternie après sa carrière, surtout depuis 5-6 ans, où il y a une image beaucoup moins bonne. Alors Mario Cipollini, c'est quand même dans sa carrière pas mal de victoires sur les épreuves du Giro, avec 42 étapes sur le Tour d'Italie, 12 étapes sur le Tour de France, 3 étapes sur la Volta. On rajoute à ça 11 étapes sur le Tour de Catalogne, 12 sur le Tour de Romandie, à 2 reprises Châle des Prizes, donc le Grand Prix de l'Escaut, 3 fois le maillot cyclamen sur le Tour d'Italie, champion du monde en 2002, c'était du côté de Zolder, pas l'édition la plus incroyable des championnats du monde, Milan-San Remo également en 2002 dans sa carrière. Retiré en 2008, mais il avait eu une grosse pause entre 2005 et 2008, notamment on se souvient du train de la Saeco autour de lui et puis de son maillot magnifique zébré du côté de la Domina Vacanze. On poursuit avec et puis il n'avait pas fait longtemps chez Rock Racing, il avait fait qu'une course chez Rock Racing, où il avait pris la 3e place à Sacramento sur le Tour de Californie. Voilà, il avait vraiment fait un retour éclair du côté de Rock Racing, carrière qui avait même l'année 2005, il s'est arrêté au mois de mars sur Milan-San Remo. Il avait une fin de carrière un peu compliquée, il courait plus beaucoup sur les 3-4 dernières années de sa carrière. C'était des journées, des semaines assez courtes dans sa carrière. Parmi les autres coureurs connus, parce qu'on est dans un coin de cyclisme, eh bien vous avez Francesco Chicchi, sprinter dans les années 2000 à 2015, 32 victoires à son palmarès. Bon, le problème de Chicchi, c'est que ça faisait partie de ces sprinters qui passaient pas un pont d'autoroute. C'était vraiment pas un bon grimpeur, Francesco Chicchi. Donc pas mal de victoires, mais sur des étapes de plat, sur les courses par étapes, et pas mal de résultats sur les étapes toutes plates. Champion du monde U23 en 2002, tiens, on parle de Cipollini, c'est la même année. Nocker Corse en 2012, 2008, une étape du Tirreno Adriatico, et donc 32 victoires en carrière. Et puis aujourd'hui, la cycliste que je voulais mettre en avant, c'est Fabiana Luperini, l'un des plus gros palmarès du cyclisme féminin. Elle a tout gagné, sauf le titre olympique et le titre de championne du monde. Mais Fabiana Luperini, c'est quand même 3 flèches wallonnes et elle a notamment remporté la première. C'est également 5 Giro d'Italie entre 1995 et 2008. Le Grand Prix de Plouay en 2008. Elle a également remporté 16 étapes sur la grande boucle féminine internationale, 15 étapes sur le Giro d'Italie, le Tour de l'Aude cycliste féminin, 9 étapes sur le Giro del Trentino et 5 fois le classement général, 84 victoires dans sa carrière pour un profil de puncheuse sprinteuse. Mais vraiment une carrière exceptionnelle et puis une grande longévité parce que elle a fini sa carrière en 2014, mais elle a commencé dès les années 90 avec un gabarit qui était un tout petit gabarit, 1m57,
pour 43 kilos. C'est les informations de Pro Cycling Stats. Et puis maintenant, les directrices sportives d'une équipe, c'est la Coratec. C'est l'Italia et c'était la première femme à devenir directrice sportive d'une équipe italienne masculine en cyclisme. Alors quand on connaît le nombre d'équipes continentales notamment, ça semble assez exceptionnel et qu'on ait mis autant de temps en Italie. Mais bon, en France, par exemple, dans les équipes World Tour, on n'a toujours pas de filles qui dirigent des hommes. Il faut aller seulement du côté de Saint-Michel, Aubert 93. La météo, ciel pluvieux sur cette étape entre 18 et 20 degrés. Le vent sera de nord, donc plutôt de face entre 15 et 35 km/h. Du côté de la stratégie, sprint massif à l'arrivée avec l'échappée de 5 à 6 coureurs. Sprint avec peut-être des absents. Après, il faut voir parce que les coureurs sont un petit peu fatigués. Peut-être aussi que l'abandon de Remco Evenepoel va faire un petit contre-coup en début de course. Il va falloir vraiment s'adapter à ça. Échappée qui s'impose à l'arrivée, je n'y crois pas. Aujourd'hui, du côté de mes favoris, j'ai mis Jonathan Milan, j'ai mis Mats Pedersen. Bien entendu, quand il pleut, c'est toujours plus intéressant pour lui. Et puis en deuxième semaine, c'est là où il avait commencé à être très fort sur la Volta, notamment Caden Groves également. Et puis en grosse cote, j'ai mis Simone Consoni du côté des programmes télé. Eurosport entre 11h45, les rois de la pédale, 12h20 début du direct, arrivée prévue entre 17h et 17h30. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!